Bonjour. Mon Dieu, qu'il est grand! Il paraît encore plus grand mort que vivant, s'écrie Henri III, roi de France, le 23 décembre 1588, devant le corps ensanglanté de son beau cousin, le duc Henri de Guise, le leader des ultra-catholiques de la Sainte Ligue, qu'il venait de faire assassiner à contre-cœur, sous la pression de ses amis. Tous lui avaient affirmé qu'il était en état de légitime défense et que Henri de Guise voulait renverser la monarchie pour proclamer son utopique république populaire et aristocratique. Alors, Henri III avait cédé. Et à présent, lui, si pieux et si attaché à l'Église, avait été excommunié, et il n'était plus regardé désormais que comme un hérétique, un parjure, voire même le diable incarné. Il en fut très affecté, et il ne se remit jamais de ce crime dont il était l'ordonnateur. Isolé, traqué par les ligueurs, abandonné par son entourage le plus proche, cerné de toutes parts, il est désemparé et ne sait plus que faire. Pourtant, tout avait bien commencé pour le troisième fils d'Henri II et de Catherine de Médicis. Beau, aimable, intelligent, robuste, même s'il préférait les activités de l'esprit aux exercices violents comme la chasse et la guerre, il remporta de brillantes victoires sur les champs de bataille avant d'être élu roi de Pologne par l'aristocratie de ce pays en août 1573. Pressé par sa mère, qui voit en cette élection le début de la gloire pour son fils préféré, il finit par accepter cet honneur et s'installe à Cracovie. Mais en juin 1574, apprenant la mort de son frère Charles IX, il rentre aussitôt en France et sera sacré roi à Reims en février 1574, alors que les guerres de religion font rage dans tout le royaume. Henri III fut incontestablement un grand roi, qui s'efforcera de pacifier le pays et de préserver l'unité nationale sans y parvenir vraiment. Un grand roi, malmené, dénigré, critiqué, calomnié, moqué, vilipendé, et aujourd'hui encore son image reste associée et se confond même avec celle de ces fameux mignons, terme alors sans connotation péjorative et utilisé pour désigner les favoris du roi qui l'accompagnaient partout. Ces mignons étaient de beaux éphèbes, enrubannés, froufroutants et parfumés, qui, dans le sillage de leur maître, s'adonnaient sans limite à la débauche et au plaisir. Toutefois, sous leur dehors raffiné, il n'en était pas moins de véritables spadassins, et souvent aussi de fins politiques. Henri III, comme eux, apprécie le raffinement et l'élégance provocatrice. C'est sous son règne qu'à la cour, on vit paraître entre ses mains les premiers éventails. Il fit pendre à ses oreilles de précieuses boucles, se pare de bijoux et agrémente ses toilettes de fraises et de collerettes. Rien de très choquant pourtant, car n'était-ce pas une mode italienne adoptée par un grand nombre de ses contemporains. Pourtant, aujourd'hui encore, cette image caricaturale du roi, avec ses dentelles, ses pierreries, ses phares et ses éventails, est encore véhiculée, notamment par la littérature et le cinéma, au détriment de ses qualités humaines, de son esprit vif, de son courage, ainsi que de sa générosité et de sa mansuétude
vis-à-vis de ses adversaires. Ah, certes, Henri III se plaît, entouré de ses mignons, et l'on peut même parler de relations passionnelles avec eux, ce qui n'impliquait pas forcément qu'ils soient tous ses amants. Mais il n'en est pas moins un homme à femme, bien qu'aucune de ses conquêtes ne reçut le titre de maîtresse officielle. Cas quasi unique dans l'histoire des rois de France, c'est lui-même qui avait choisi, à l'âge de 24 ans, sa future épouse. Sa mère l'avait poussé à se marier car il était d'humeur sombre et macabre. En fait, il ne s'était jamais remis de la mort de son amour platonique de jeunesse, Marie de Clèves. Tous les plus beaux partis s'offraient à lui. Dona Juana, la sœur du roi d'Espagne Philippe II, Marie Stuart, veuve de son frère François II, Élisabeth Ier, la reine d'Angleterre, de laquelle il avait une piètre opinion. C'est une vieille créature avec une jambe folle. Et beaucoup d'autres. Son choix se porta cependant sur la plus discrète, la plus douce, la plus modeste et la moins fortunée d'entre elles, Louise de Lorraine, fille du comte de Vendémont, qu'il avait rencontrée en Lorraine lorsqu'il partait pour Cracovie. Ce ne fut donc pas un mariage politique, mais bien un mariage d'amour, inspiré par une inclination vraie et sincère. Et Henri et Louise formeront un couple uni et particulièrement soudé. Malheureusement, ils n'eurent pas d'enfants. Dieu le veut ainsi, soupirait Henri. La présence constante à ses côtés de sa douce Louise, de ses mignons fidèles et de ses petits chiens lui permettait de supporter avec abnégation toutes les difficultés et la complexité de la vie politique. Sa passion pour les chiens miniatures, les bichons, était dévorante et dépassait presque l'entendement. Sully, dans ses mémoires, rapporte qu'il se promenait avec un panier plein de petits chiens autour du cou. Je me souviendrai toujours de l'attitude et de l'attirail bizarre où je trouvai ce prince dans son cabinet. Il avait l'épée au côté, une cape sur les épaules, une petite toque sur la tête, un panier pendu à son cou par un large ruban, et il se tenait si immobile qu'en nous parlant, il ne remuait ni tête, ni pied, ni main. Le chroniqueur Pierre de l'Étoile, de son côté, précise que le roi dépensait la somme vertigineuse de 100 000 écus par an pour ses chiens. Parmi ses préférés, au nombre de 3, il y avait Léline, Titi et Mini, 2 petites chiennes venues de Smyrne, en Turquie. Elle dormait au pied de son lit et montait la garde. Et plutôt froussarde, elle n'attaquait jamais et ne montrait pas les dents. À une exception près, toutefois. Le 1er août 1589, le procureur général de Paris, Jacques de Guesle, demandait à être reçu par le roi au château de Saint-Cloud. Il est accompagné par un jeune moine dominicain de 22 ans qui se disait porteur de nouvelles importantes en provenance du Louvre. Léline, aussitôt, se mit à grogner et à aboyer contre lui, à tel point qu'on dut la faire sortir. Elle était littéralement folle de rage, à la stupéfaction de son maître, qui ne l'avait jamais vue dans un pareil état. Quelques minutes plus tard, le moine, qui s'appelait Jacques Clément, assassinait le roi. Mais revenons sur les circonstances cocasses de ce régicide.
deux hommes avaient été introduits dans la chambre royale, il faut préciser qu'Henri était installé sur sa chaise percée. Il était nu comme un verre, à l'exception d'une simple robe de chambre jetée négligemment sur ses épaules. Le moins que l'on puisse dire est qu'il n'avait rien d'impressionnant. Il semblait très à l'aise, malgré le grotesque de la situation, et se montra fort aimable. Le moine, quant à lui, semblait perplexe et l'examinait avec curiosité. C'était pourtant bien lui que le pape avait excommunié après l'assassinat du duc de Guise et qui était depuis considéré par les ultra-catholiques comme le diable incarné. C'était bien lui, le monstre sans âme, le tyran honni. Les doutes du moine se dissipèrent rapidement et devant son insistance, Roger de Bellegarde, premier gentilhomme de la chambre, le laissa s'approcher du roi. Jacques Clément lui tendit alors des missives, mais il tenait un couteau dissimulé sous sa robe, et dès qu'il fut suffisamment près d'Henri, il frappa d'un violent coup de couteau dans le ventre, juste au-dessus du nombril. Celui-ci s'exclama dans un râle. « Ah, mon Dieu, méchant moine, tu m'as tué !» Mais il parvint à arracher l'arme de sa blessure et à la retourner sur son agresseur. Aussitôt la garde, les fameux 45, transperce le moine régicide de plusieurs coups de hallebarde. Puis il est prestement dévêtu afin de vérifier s'il ne s'agissait pas là d'un soldat déguisé en moine, et il est jeté par la fenêtre sans autre forme de procès. Dans le même temps, le roi est rapidement retiré de sa chaise percée et porté jusqu'à son lit. Il perd beaucoup de sang, mais les médecins se veulent rassurants, au point qu'il assurera à Henri de Navarre, son cousin huguenot, qu'il avait fait prévenir, que bientôt il remonterait à cheval. Ah, bel optimisme! Mais hélas, le soir même, la fièvre se déclare, et en proie au délire, il prophétisa, en s'adressant au futur Henri IV. « Voyez, mon frère, comme vos ennemis et les miens m'ont traité. Il faut que vous preniez garde qu'il ne vous en fasse pas autant. » Puis il engagea tous les gentilshommes présents à le reconnaître comme son successeur. « Voilà votre roi, dit-il avant de perdre connaissance. Vers minuit, on lui administra l'extrême onction et il s'éteignit 2 heures plus tard, le 2 août 1589. Ainsi disparut Henri III, le dernier des Valois. Henri III, le malmené, poignardé sur le trône, sa chaise percée, par un moine fanatique. Jacques Clément prétendait être inspiré par Dieu. Il fut probablement le bras armé de la sœur d'Henri de Guise, Catherine Marie de Montpensier, qui entendait bien venger son frère et aurait promis au moine exalté qu'en récompense de son crime, le pape le ferait cardinal. Le matin du drame, la Montpensier soupirait. « Je ne suis bien mari, fâché, que d'une chose, c'est qu'il n'est, Henri III, pas su, avant de mourir, que c'était moi qui l'avais fait faire. » Avant de parcourir Paris en voiture, en lançant par la portière à l'adresse de la population « Bonne nouvelle, mes amis, le tyran est mort !» Henri IV, le premier des Bourbons, sera sacré roi de France en février 1594, non pas à Reims, mais à Chartres, après sa conversion au catholicisme, et c'est à lui que reviendra la gloire de mettre fin aux guerres de religion. Quant aux 3 petites chiennes turques du dernier des Valois, il semblerait qu'elles ne survivent
qu'elles ne survécurent pas longtemps à la mort de leur maître, et l'intrépide Linette, dont l'excitation ne parvint jamais à retomber, quelques jours après la mort du roi, elle se mit à courir partout et dans tous les sens, puis elle se serait jetée, volontairement, dit-on, sous les roues d'un carrosse traversant la cour du château. Et qu'on ne me dise pas que seule la reine Louise resta inconsolable à la mort de son époux. Je vous remercie.